Eh bien, bienvenue à la bibliothèque de Boussu. Merci à Sushita qui nous accueille. Merci à Ronilde et à Françoise Oudard qui ont été quand même les petites mains ou les grandes mains pour installer tout ça et pour faire la promotion de cette activité qui a pour cadre la fureur de lire. Tout le monde, je suppose, connaît la fureur de lire. Vous pourrez d'ailleurs prendre des petits fascicules édités par la fureur de lire, des nouvelles, et même des sacs bien pratiques. Donc la fureur de lire, chaque année, est organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour promotionner la lecture et les auteurs francophones de Belgique. Alors nous, on a l'habitude de faire des activités dans le cadre de la fureur de lire. Alors si vous voulez le savoir aussi, donc hier, Pierre Coran était dans une école à Herbisel en compagnie de Laetitia Bolonino et il faisait une animation avec des enfants de l'école primaire. Et bien que Pierre Coran soit quand même très âgé, il est toujours impeccable devant une classe d'enfants. Ça s'est très très bien passé. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes ici. Demain, à Élouge, il y aura la présentation d'un recueil en tournésien qui s'appelle Les 7 péchés capitaux. Donc 7 autrices qui ont écrit chacune sur un péché. Moi, c'est la paresse. Non. Si, c'est pas possible. Donc ça, c'est demain à Élouge. Et puis dimanche, on présentera Lire, qui est une pièce de Roland Thibault et de Jean-Claude de Ruder que nous jouons ensemble. Et ça vaut franchement la peine de venir voir. Donc c'est dimanche 15 octobre à 16h, ou alors la semaine prochaine, le 21 et le 22 octobre, samedi et dimanche. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer, honorer Pierre Bragard, éditeur important, parce que Pierre Bragard a édité beaucoup d'auteurs. Alors, première question, Pierre, d'abord, comment s'est passé le début? Pourquoi avoir décidé de devenir éditeur? Mais la première approche que j'ai voulu faire, c'est notamment envers les langues endogènes, et parce que je trouvais qu'elles étaient en perdition, il n'y a pas que moi qui le trouve d'ailleurs, et je trouvais intéressant de pouvoir concilier donc dans un même ouvrage une œuvre littéraire en langue endogène, de quelle que soit sa provenance, et de proposer la traduction donc en langue française évidemment, pour familiariser les lecteurs à ces deux types de langues, ou bien simplement permettre à des lecteurs d'aimer rien que la langue endogène, ou bien la partie francophone, enfin la partie littéraire en français. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu des rencontres importantes, et ces rencontres m'ont permis de diversifier ce qu'on appelle mon catalogue, et aussi mes ambitions. Et donc, je suis passé alors à ce moment-là des ouvrages plus en langue française aussi. J'ai aussi eu un peu de poésie, des publications d'œuvres théâtrales, et aussi un ouvrage assez important qui était un ouvrage historique sur le barreau de Hainaut, et notamment une recherche assez approfondie sur toutes ses origines et le caractère social. Enfin bref, voilà. Et donc, ça fait à peu près 15 ans que j'œuvre dans ce secteur-là, et je n'ai aucun regret. Alors, c'est bien. Et quels sont quelques auteurs? Parce qu'il y a des auteurs qui sont ici, bien sûr, qu'on présentera, mais on peut en citer d'autres qui ne sont pas là et que tu as édité. Alors, d'abord Daniel Chardeux, qui a eu la gentillesse de me proposer des yakus, qui sont d'ailleurs ici en présentation. Et puis, évidemment, les auteurs qui sont rassemblés ici, qu'on connaît bien. Il y a aussi des personnes qui me sont chères. Je pense à Fred, qui, lui, est un artiste qui illustre certaines des couvertures de mes livres. Et donc, au fur et à mesure de l'évolution de l'œuvre éditoriale, j'ai pu rencontrer donc des auteurs assez intéressants. En langue endogène, il y a M. Kajansky, Kajansky, c'est ça, qui est un poète, qui au niveau des langues endogènes est assez évidemment reconnu. Et puis des auteurs comme Carole André. Carole André qui a écrit un livre sur la rue des Carmes. C'est la rue des Carmes, donc là c'est une approche
sociologique, historique de l'évolution de tout le caractère scolaire de notre pays, depuis la fondation de notre pays, avec toutes les implications et les querelles qu'on a pu évidemment, et qu'on rencontrera encore évidemment. D'autres ouvrages, évidemment, c'est toujours à ce moment-là qu'on ne sait plus les auteurs. Beaucoup d'auteurs, et ceux qui sont ici sont les meilleurs, bien sûr. Donc, et puisque on parle d'auteurs, on va commencer avec Françoise Oudard. D'abord parce que c'est son fief, ici aussi, à Boussu. Hein, et Françoise Oudard a bien entendu été publiée chez Luce Wilquin, on le sait, mais aussi chez Pierre Bragard, puisqu'elle a publié Jean qui vole tout récemment, un très beau livre que vous avez peut-être déjà acheté, certainement, et dont on va dire un extrait, mais elle a aussi publié une pièce de théâtre qui s'appelle DSK, et qui nous raconte l'histoire tragicomique de ce pauvre DSK qui était trop, addict à la chose. Et puis, on reparlera aussi de ses activités futures, parce que Françoise Oudard va publier bientôt, grâce à Pierre Bragard et à la roulotte théâtrale, des échappées cantaliennes, bientôt. Donc vous aurez encore la chance de découvrir un prochain livre de Françoise Oudard. Mais Jean qui vole, eh bien, nous allons en lire un extrait. Peut-être un petit mot sur Jean qui vole, Françoise, puisque tu es là. Qu'est-ce que ça raconte, Jean qui vole, pour ceux qui ne le savent pas encore? Jean qui vole, c'est un projet qui est venu à maturation pendant le Covid, mais il était dans ma tête depuis bien longtemps, depuis que je connais Renit, c'est-à-dire 47 ans. Pourquoi? Parce que j'ai voulu rendre hommage à la femme, à la dame, je dirais même, qui l'a élevé, alors que, voilà, il avait perdu et sa maman et son papa, et il vivait un destin de petit garçon orphelin dans le village d'Ilouge, avec ce que ça implique, un pauvre petit orphelin, etc. Donc, j'ai voulu montrer que ce gamin, bien conscient de l'état dans lequel il était né et il allait vivre son enfance et dans la pitié des gens, avait voulu manifestement, avec ses moyens à lui, et notamment avec une certaine forme de révolte, avec une désobéissance maximale, d'ailleurs le sous-titre c'est « Éloge de la désobéissance », il a voulu en arriver à un état où il s'est mis à voler. Et c'est un hommage que j'ai voulu faire à Pauline, la dame qui t'a élevée et qui n'a jamais voulu que tu l'appelles maman. On va écouter un extrait que va nous dire Roland. Forcément, mais j'étais un orphelin comme Renilde à Ilouge, et on a les mêmes balises. Et en voici une qui est commune à tous les gens de notre génération. Jamais tu ne fus plus gâté que le jour de ton 10e anniversaire. Ton parrain t'avait offert le tout nouveau Marabout Junior de Bob Moran, l'orchidée noire. Ce trésor était bien à toi, pour toi tout seul. D'ailleurs, à peine l'avais-tu dépouillé de son papier cadeau et du ruban tire-bouchonné que tu l'avais marqué de ton nom sur la première page du livre. Des Bob Moran, tu en avais déjà beaucoup lu. Le bibliothécaire de la Maison du Peuple t'en réservait un chaque quinzaine en alternance avec Roger, qui partageait la même passion. Tous deux, infatigables compères de toutes les circonstances, des plus sages aux plus folles, n'en finissaient jamais d'échanger et de commenter vos lectures, retenant les répliques de votre héros et ce geste devenu culte, de passer comme lui tes doigts écartés dans votre chevelure en brosse. Ce premier vrai roman de la future bibliothèque, tu l'avais lu et relu jusqu'à le connaître par cœur. C'est ainsi qu'est née la passion de la lecture, au bruissement discret des pages, au chuchotement des mots que tu faisais vivre et danser au bord de tes lèvres dans l'espace fabuleux de la liberté,
cette liberté dont les livres, les centaines de livres que tu ne cesseras jamais de rassembler autour de toi seront les indestructibles remparts. Voilà. Ça, c'est... Bob Moran a fait ça, quand même. C'est un très beau livre, tout à fait intéressant, et je dirais même aussi facile à lire pour ceux qui ont quelquefois des difficultés à lire des choses plus difficiles. Mais là, c'est très simple, et c'est très beau, c'est une belle histoire. Merci. Alors Françoise a écrit de nombreux romans, bien entendu, mais un jour, on lui a demandé d'écrire une pièce de théâtre. Je crois que c'est Stéphane Thibault qui a demandé ça. Alors, c'était au temps où DSK avait fait des conneries, parfait parler de lui, aux États-Unis. Et donc, Françoise a écrit D'amour et d'eau trouble, une pièce en un acte que nous avons jouée. Et donc, ça, c'était la première fois que Françoise... C'est la seule fois, d'ailleurs, que tu as écrit une pièce. Oui, c'est la seule fois que je me suis lancée dans l'écriture théâtrale et je me souviens d'avoir réagi un peu, je ne dirais pas brutalement, mais quand voilà, Stéphane m'a dit à partir de DSK, je n'ai rien à dire sur DSK, moi son histoire, elle me passe par-dessus la tête. Et puis, je sais où je l'ai écrite cette histoire, d'un seul tenant, c'était dans la petite cour de la maison. J'avais mon ordinateur entouré d'une boîte en carton pour voir l'écran. Et j'ai reconstruit une histoire avec un professeur aussi qui avait attenté ou qu'on accusait d'avoir attenté à la pudeur d'une jeune fille, etc. Mais avec une jouissance extraordinaire. Et je voyais, d'une certaine manière, je voulais en découdre avec ce type. Hein. C'est ça que je voulais faire. Et donc, voilà, d'amour et d'eau trouble, voilà, des troubles. Dans les eaux troubles, pas grand-chose. Alors voici un extrait donc, où on rencontre, parce qu'en fait ils sont dans un appartement, et ils ne peuvent pas en bouger, donc ce qui pose quand même des problèmes. Hein. Et donc je suis ce sale personnage, voilà. Clémence, bravo pour ton discours. L'habitude de la prise en parole, ma chérie. Arrête de m'envoyer du ma chérie, Antoine. On est entre nous. Nous savons beaucoup de choses l'un sur l'autre, beaucoup trop, mais bon. Qu'est-ce que tu fais? Mais ce truc m'agace. C'est son bracelet. Parce que ce truc, l'idée d'avoir apporté ça, même sous le pantalon, bagué comme un vieux pigeon de concours, avec un code-barre et une sonnerie qui réveillera un flic endormi sur sa chaise si jamais je transgressais l'interdiction de sortir sans permission. Ah, j'enrage. Tu peux pas savoir. Et il peut jubiler, hein, cet enfoiré d'Ackerman. Ackerman, ton compagnon d'études? Un homme avec qui tu as compté si souvent? Ackerman, un enfoiré? Bon, enfin, Antoine... Alexandre André Ackerman, AAA, qualité optimale, le futur recteur sans tache ni soupçon de tache. Je suis à haute Clémence. Au mieux, la fille dira qu'elle était saoule, qu'elle m'a accusé pour gagner un pari. Elle m'a les fait. Demain, il y aura une communication officielle. Je ne sortirai pas blanchi de tout ce que les torchons auront dit de moi. Tiens, lis ça. Voilà donc un extrait d'Amour et d'eau trouble. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore. Il est disponible, ça vaut la peine, c'est très drôle. C'est vraiment très très drôle. Alors, parmi les autres auteurs de Pierre Braggard, il y a Joseph Baudson, ici présent. Joseph Baudson, qui écrit aussi bien en français qu'en langue régionale endogène. Et ta langue endogène, c'est laquelle? C'est le wallon de Namur. Le wallon de Namur. Namur et Charleroi, parce que mon père est plutôt namurois, ma mère Carolo. Donc, voilà. Et donc, tu as commencé d'abord par les langues endogènes ou par le français, ou bon, comment ça s'est passé? Par le français, mais quand j'étais petit, en village, je suis né en 42, c'était encore la guerre, tout le monde pratiquement parlait français, parlait wallon, sauf le curé, l'instituteur
et le châtelain. Donc je connaissais le parler wallon sans problème. Et plus tard, c'est la rencontre avec Willy Ball, tout à fait par hasard, qui m'a déterminé. Je me suis rendu compte que je pouvais écrire en wallon, que ce n'était pas tellement difficile. Et Willy m'y a aidé au début, et ben, voilà, c'était parti, quoi. Alors on a ici un livre que Pierre a publié, Oui. et qui s'appelle Marie, une vie. Alors ce livre est dans les deux langues, donc c'est Oui. ça qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment Ça, le oui. lire, que l'on connaisse ou pas. Ça a été d'abord écrit en langue régionale. Non, Non, je vois d'abord en français. en français, oui. Oui. Mhm. Et au fond, l'idée de Marie, c'était que plutôt que de faire un roman, c'était de prendre 36 scènes dans la vie d'une femme. Des scènes importantes dans sa vie, importantes pour elle, qui ne sont pas toujours les plus marquantes pour la société. Et voilà. Et je les ai écrites beaucoup en marchant. J'aimais beaucoup marcher, maintenant un petit peu moins avec l'âge, mais j'avais marché dans le nord de la France, et je m'arrêtais en dessous d'un arbre ou dans un café, et puis j'avais une scène, appelons ça une scénette si vous voulez, en tête, et je l'écrivais, puis voilà. Puis j'ai mis tout ensemble, un petit peu mélangé, et ça fait le livre. Voilà. On va écouter un extrait de Marie, une vie. Perdu, cœur de l'automne, comme d'un beau fruit où les dents s'enfoncent. Poussière dorée sur le duvet des jours. La voici à la croisée des chemins, le dos tourné à l'horizon, les bras étendus et tournant, tournant à s'en rendre ivre. Elle reste là, par terre, à entendre battre contre son ventre le grand cœur de la terre. Devant elle, près de la grosse pierre échouée au bord du chemin, l'orée du bosquet mauve accueillante, des fourrés de buissons presque impénétrables, les dernières framboises, les murs épanouis, il y en a, à ne savoir par lesquels commencer, à les serrer, pleines poignées de peur d'en oublier, les doigts tout tachés, poisseux. Elle se hâte, elle s'affaire, à gauche, à droite, elle s'avance, ce temps s'étire, écarte la grosse tige aux épines acérées pour atteindre là-bas 3 baies énormes, juteuses à souhait. Puis, plus loin, cette autre encore, et toujours nouvelles tiges, nouvelles baies, plus tentantes les unes que les autres, elle avance toujours. À présent, le fourré s'éclaircit. La voici de l'autre côté. L'autre côté? Quel autre côté? D'où? De quoi? Elle ne sait plus, elle ne sait pas. Elle a les mains toutes poisseuses encore, la bouche mâchurée, et sur la langue et dans la gorge, le goût sucré, acide, un peu grenu, plein de chaud soleil. Et voici ici, c'est l'ombre, la nuit des arbres, une cathédrale de hêtres. Elle n'ose trop remuer, avance d'un pas précautionneuse. Un écureuil curieux l'observe de là-bas, tout en haut de l'arbre. Il ne fait pas de bruit. Vif comme une flèche, il gagne la fourche de 2 branches plus basses. Il n'y a plus de fruits, plus de soleil, seulement quelques faînes fraîches ou vertes, aux bruns luisants dans leur bogue, qui crissent un peu sous ses pas. Un bruissement de feuilles mortes. Tout est nuit ici, comme si se préparent d'étranges fêtes. Très beau texte de Joseph Baudson, donc dans ce Marie, une vie, qu'on peut retrouver donc en langue endogène aussi, c'est ça l'intérêt. Et alors, Joseph, tu as aussi eu des envies de publier de la poésie. Oui, j'en publie depuis assez longtemps. Hein. Oui, c'est ça. Donc, poésie en français. Et en wallon. En wallon aussi. En wallon voilà. aussi, oui. Et donc, Pierre va publier un recueil de tes poèmes incessamment. C'est ça, que j'ai intitulé Bruxelles, Babel, Babylone et autres lieux. Parce
parce que certains poèmes se passent ou bien font allusion à Bruxelles, d'autres se passent ailleurs, parfois dans des lieux imaginaires, mais il y a toujours un lieu quelque part qui se trouve à la base, quoi. Et il y a ici un texte que je vais dire, ça s'appelle « Sans queue ni tête ». Ah oui, je vois. Un oiseau sans tête, bah oui. Dites à un poisson sans queue, c'est fou ce qu'il est distrait, mon boucher. Vois comme il m'a ficelé, bientôt plus personne n'osera me manger. Et avec ça, ce sera tout, madame? Non, mettez-moi aussi 100 grammes de boudin pour le chat. Voilà, madame, ce sera tout, madame? Comme il n'avait pas l'air content, elle lui répondit, non, mettez-moi encore 20 grammes, ce sera pour la souris. Non, mais, se dit le boucher, en grommelant entre ses dents, elle me prend pour qui? Et pendant que le boucher avait le dos tourné, l'oiseau sans tête a défait son paquet, qui était mal ficelé. Il s'est envolé, poursuivi par le boucher, par la dame et le chat et la souris qui ne l'ont jamais rattrapé. Un autre chat qui passait par là est entré dans la boucherie, en catimini, il a mangé le boudin et le poisson sans tête. Excusez-moi les petits, l'histoire finit ici, l'histoire finit ainsi, parce que je n'ai plus de rime, c'est ce qui arrive aux poètes quand ils racontent des histoires sans queue ni tête. C'est très drôle, c'est vraiment... Je crois qu'il y a une place pour la drôlerie dans la poésie. Hein. Ça fait penser un peu à Prévert. Il y a beaucoup d'autres. Et au fond, ça peut très bien se dire à des enfants ou à des adultes. Oui, je crois. Oui. Donc ça sort quand? Il est par sous presse la semaine prochaine, donc on va dire dans 15 jours. On pourra le découvrir. découvrir. Alors, parmi les auteurs de Pierre Bragard, il y a aussi Anne Staquet, qui n'est pas ici parce qu'elle est à Paris, et donc dont tu as publié, c'est plutôt philosophique le domaine d'Anne Staquet. Elle trouve du DIF à l'université de Mons. Donc là, c'est Cyrano sans dessus-dessous et le procès, Vanini. Donc là, ce sont donc des textes, je ne sais pas si tu as encore l'intention de publier de ces textes. Oui, voilà. Elle est spécialiste du XVIIe, oui. Et donc, en tant que philosophe, et sous ces histoires-là, tourne autour évidemment de l'avènement un petit peu des sciences qui s'opposent alors à l'Église aussi. Mm-hmm. Et donc, elle, c'est une vue assez laïque, tout à fait. Voilà. D'accord, voilà. Alors, dans le domaine, dans un autre domaine d'un auteur qui est décédé, là, c'est une histoire que Stéphane devrait raconter, parce que c'est la découverte de Raymond Choquet, qui est un poète mort très jeune et qu'il a redécouvert. Donc, moi, je peux en dire quelques petits mots, mais comme je filme, c'est embêtant. Oui, donc voilà, en fait, Raymond Choquet, comme on est à Boussu, on peut difficilement passer une soirée littéraire et ne pas évoquer le nom de Marcel Moreau. Et Marcel Moreau est un auteur qui a fait énormément de choses pour les autres artistes qu'il a rencontrés, qu'il a connus, et plus particulièrement des artistes qu'il jugeait pas assez reconnus. Et il en a fait état dans beaucoup de livres. Et en ce qui concerne Raymond Choquet, c'est très particulier parce que Raymond Choquet est un auteur qui avait publié aucun texte. Donc il est mort à 25 ans ou 26 ans, en 1941 il est né, il est mort en 1966. Et donc en 1966 il n'a rien publié, il est juste ami avec Marcel Moreau. Marcel Moreau est bouleversé par sa mort, absolument. Sa fille raconte qu'il s'est même effondré en apprenant la nouvelle. Et l'année d'après, il publie Le Chant des paroxysmes en 67 et il dédie ce livre à Raymond Choquet, poète, alors qu'il n'avait rien publié, mais il décrète qu'il est poète et qu'il est un excellent poète. Dans les années 70, il écrit Livre, très connu de Marcel Moreau. Il en fait état aussi, donc il y a 3 pages sur Raymond Choquet. Et dans les années 2000, dans Morale des épicentres, il dédie carrément un chapitre à Raymond Choquet qui s'appelle « Tout pour être heureux ». Et donc on a repris ce titre. L'explication de la redécouverte des écrits de Raymond Choquet a été compliquée. Il a fallu vraiment... c'est pas une enquête, mais presque. On est à 2 doigts d'une enquête policière qui est racontée dans le livre. Donc, si vous voulez la connaître, il faut acheter le bouquin. Vous rendez service à un jeune auteur plein de promesses. Décédé, mais plein de promesses. Il y a encore des textes qui ont été retrouvés après la publication de celui-ci.
Et donc j'en retrouve chaque jour et j'en découvre. Donc j'aimerais bien aussi que si des gens dans l'assistance ont entendu parler de connaissances, qui auraient pu connaître Raymond Choquet, parce que Raymond Choquet, donc les parents de Raymond Choquet avaient une menuiserie dans la rue de l'Athénée, en face de l'Athénée de Dour. Le bâtiment n'existe plus, il reste plus qu'un cousin qui s'appelle Pierre Choquet. Et donc voilà, au cas où, si un jour quelqu'un a des nouvelles d'amis, de connaissances, de voisins ou de gens qui seraient entrés en contact avec Raymond Choquet, vous pouvez avertir la roulotte, ça m'intéresse beaucoup. Donc je vais vous lire un petit extrait de Raymond Choquet. À ce coucher de soleil, strié de palmes rouges, je dédie un poème de sang, car la terre me renvoie de son humidité les voix fraîches des racines. Le ciel ne compte plus. Comme une grande feuille de papier dessin, il laisse voir dans un seul petit coin le chef-d'œuvre. Signature du soleil, sur 3 nuages, prenant des teintes aux rouges les plus divers. Seul vaut cet instant qui va finir. Ce soleil qui va mourir derrière la ligne à la fois trouble et précise de l'horizon. Demain naîtra un coucher de soleil différent. Et celui-ci me crie de loin son incalculable prix de bijoux unique, prêt à couler dans le vide. Les sèves cessent de couler dans les veines nervurées des bois. Les tilleuls frémissent. Les oiseaux ensevelissent leurs têtes sous leurs ailes. Les bouleaux, les hêtres, les peupliers, et dans le jardin, les tulipes, les pruniers, les rhubarbes ont revêtu leur habit de deuil, car l'ombre, grande veuve au masque voilé, s'avance vers les formes crispées comme une mort. Voilà, donc ça c'est un extrait, et ça je ne l'ai pas dit, mais Raymond Choquet s'est donné la mort en 1966 par asphyxie, en écrivant sur la porte de sa chambre « Attention, risque d'explosion ». Voilà, donc ça c'était ça, et Marcel Moreau avait dit c'est la première fois qu'il écrivait de manière non poétique. Voilà. Pas. Et donc ça c'est intéressant parce que c'est une découverte d'un auteur, Pierre. Ben justement, c'est ça aussi l'intérêt des éditions, c'est que vu aussi le côté non commercial, parce que je ne sais pas, c'est pas ma profession, c'est un passe-temps, c'est qu'on peut aller rechercher comme ça des auteurs qui sont vivants ou qui ne le sont plus, et pouvoir proposer alors comme ça toutes des œuvres ou des chefs-d'œuvre même, et donner encore une seconde vie à ce qui semble perdu et qui généralement n'intéresse plus les professionnels parce qu'ils ont d'autres préoccupations évidemment. Donc ça c'est quelque chose de très riche en tout cas. Alors il y a un auteur que vous avez beaucoup publié et qui est ici d'ailleurs, c'est Roland Thibault. Ah, Roland Thibault, alors là, on ne sait plus où les mettre. Oui, Roland, oui, bon, tout ça c'est parti d'un... Ben justement, je parlais tout à l'heure des rencontres, et c'est une des rencontres majeures, en tout cas dans le projet que j'avais éditorial, c'est que j'avais pu sortir un premier livre, ou un deuxième, je crois que c'est un deuxième, sur les langues endogènes, et quelqu'un me conseille d'aller voir un Irak, qui à l'époque était à la RTB, faisait une chaîne, etc. Je suis reçu tout de suite par elle, et automatiquement je me retrouve avec un casque en train d'expliquer le livre. Ça c'est comme ça avec un livre, on perd pas de temps. Donc j'explique le livre, etc. Bon, tout ému, tout chamboulé et impressionné, parce qu'elle impressionne évidemment. Et donc après, on discute un petit peu, et elle me dit, méfiez-vous quand même de prendre de bons auteurs. Ça, c'était vraiment un conseil judicieux. Il faut de bons auteurs. On peut se tromper, on peut prendre de mauvais auteurs, ça arrive, mais de bons auteurs. Je ne me suis pas trompé. Et donc, j'ai dit, ah oui, mais un peu perdu, je commençais. Je dis, vous avez une idée? Mon mari. On va organiser une rencontre. Et donc, j'ai rencontré Roland. C'était évidemment, vous comprenez. Alors, il m'a donné ces quelques lectures. Ces pièces. Et donc voilà, donc on est devenu évidemment amis, bien sûr. Et puis on a non seulement publié beaucoup de Roland, donc Yanni aussi, on y reviendra, et on a aussi collaboré, je crois que c'est important aussi, on a fait de la coédition, et ça donne encore une dimension plus importante, parce qu'on est plus fort ensemble, ou ont des activités que je n'ai pas, etc. Donc voilà.
Donc, voilà, je suis comblé. Et justement, en parlant de la roulotte théâtrale qui est dite avec audace, on a publié Nyokobok aussi. Oui, Nyokobok. On n'a pas parlé de Nyokobok, mais Nyokobok a été publié en coédition. en coédition par la roulotte théâtrale. Et alors, en ce qui concerne Roland Thibault, ben, lui, ce sont des pièces de théâtre. Il y a des coffrets de pièces. Des coffrets. Oui, des coffrets dont un est représenté là. Et alors ça, c'est un courage éditorial extraordinaire, parce que le théâtre ne se vend pas. Difficilement. Et il ne se vend pas parce que les gens perdus... Moi, quand j'étais jeune, je lisais du théâtre, parce que le théâtre se lit aussi. D'ailleurs, je crois que j'ai commencé la lecture par Chanteclair d'Edmond Rostand. Voilà. Je crois que c'est peut-être le premier livre, après les Bob Moran, que j'ai lu en entier, Chanteclair en vers. Donc on lisait le théâtre, mais maintenant on a l'impression que, par contre, les jeunes lisent des livres abominables où tout est en dialogue. C'est ça qui est curieux. Hein. Donc voilà, c'est courageux de faire... C'était la qualité, je ne pouvais pas passer à côté. Alors, on a publié tout récemment Lire, qui est une pièce là écrite par Jean-Claude de Ruder et Roland Thibault, une pièce qui a été jouée à Paris pendant 6 mois et que nous jouons en ce moment à la roulotte théâtrale dimanche et le week-end prochain. Et donc cette pièce, elle est ici, mais on va vous en donner un petit extrait qu'il connaît par cœur, elle n'a pas besoin de texte. Oui, donc, pas besoin de texte, moi. Ça non plus. Hein. Non, mais bon. Et la mémoire. J'en ai des inquiétudes avec ma mémoire. Trop de texte dans la tête, c'est saturé, bourré, vidé, complet. Je vous raconte, on joue à Paris. Hein, et tout à coup, au milieu de la pièce, les mots n'arrivent plus. Alors j'ai de la bouteille, hein, donc j'avise mon partenaire et je lui dis, la suite, mon cher, vous la connaissez. Mais si vous croyez bon d'ennuyer madame avec ces détails, je vous en prie, allez-y vous-même. La tête qu'il a faite, moi je m'en sors, mais lui, n'empêche, j'ai eu peur. J'ai décliné la tournée qu'on me proposa par la suite. La fatigue, oui, non, ça doit être la fatigue. Excusez-moi, mais je peux m'asseoir parce que... Enfin, non, mais continuez, je ne voudrais pas vous déranger. Excusez-moi. Au théâtre, on est à la merci de n'importe quoi. Hein. N'importe quoi. Il faut des nerfs d'acier. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Un kleps. Il y a un kleps. Mais quel est le crétin qui s'amène avec un kleps dans une salle de théâtre? Enfin. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille, tu réclamais le soir, il descend, le voici. Oh maman, dis, ça suffit, hein, moi j'en ai marre, il m'embête ce Thibault, je voudrais bien le McDo, s'il te plaît. Saleté de gosse, sois sage! Oh ma douleur, et tiens-toi plus tranquille, tu réclamais le soir, il descend. Et le voici, hein, le tuberculeux du premier rang. Hein, plus il veut s'empêcher de tousser, et plus il tousse. Hein. C'est dur, hein, alors, hein, le théâtre, hein, à cause des poussières. Hein. Bon. Mais le pire du pire, ce sont les portables. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Et j'entre dans le noir absolu. C'était au centre culturel de Dour. Et là, tout à coup, je vois devant moi s'allumer les portables. La nuit étoilée de Van Gogh. Des scolaires qui n'en ont rien à foutre. Alors ils swap, zip, zap, zoom, paf. Mais le pire du pire, ça, je ne peux pas ne pas vous le raconter, je me le suis imposé à moi-même. Dans mon spectacle La Fontaine, avant le spectacle, je fais une annonce de mon cru au public.
Aimé public, tu n'es pas sans savoir, je crois, que là, dans ta poche, repose un petit objet noir ou rose, fait pour ouvrir tes horizons. Pour t'appeler, il suffit d'un son. Cette stridence, ici, nous pèse, et notre intimité, il lèse. Aimé public, tu le comprends, ici vont renaître les fables, alors s'il vous plaît, éteignez vos portables. Et je me lance dans le texte. Arrivé au milieu du « Le laboureur et ses enfants », mon œil se pose en coulisses, je vois mon veston là, bien posé près de moi sur une chaise, je suis rassuré, je continue, et tout à coup je pense que là, dans la poche de mon veston, il y a mon portable. Et que mon portable, c'est un mémoire. Bonjour, concentration, bonsoir. J'ai joué tout le monologue en pensant, pourvu qu'il ne sonne pas, pourvu qu'il ne sonne pas, pourvu qu'il ne sonne pas. Voilà. La suite à Élouge. Voilà. Alors, j'ai eu la chance d'être publiée aussi chez Pierre, bien que j'écrive beaucoup moins que Roland. J'ai écrit une pièce qu'il a publiée qui s'appelle « J'attends un enfant et vous », souvenir d'expérience de maternité, une pièce que d'ailleurs j'ai jouée pour la première fois avec Geneviève Chevalier, qui est décédée, qui était la directrice du G-Théâtre, et nous jouions ensemble cette pièce « J'attends un enfant et vous ». Puis nous l'avons aussi jouée avec Jacques Sartiou et Thierry Caudron, qui jouaient les hommes. Et donc, c'est édité aussi chez Pierre Braga. C'est assez drôle comme pièce, c'est vraiment l'expérience de la maternité pour toutes ces dames qui l'ont connue. Alors, l'expérience, on va en toucher un petit mot, parce qu'elle a visite chez le gynécologue, qui est assez intéressante. Mais madame... Et voilà, docteur. Mon mari et moi-même, enfin, Narcisse, surtout Narcisse, eh bien, c'est-à-dire que nous nous préoccupons de savoir, enfin, vous voyez, après l'accouchement, est-ce que l'on pourra reprendre, enfin, vous voyez ce que je veux dire, reprendre les... La chose est importante pour vous. Pour Narcisse, surtout pour Narcisse. Ah. Eh bien, madame, dans un mois, lorsque vous rentrerez chez vous, tenant dans vos bras votre précieux fardeau, vous allez être confronté à une myriade de petits problèmes quotidiens. Fatigué, tracassé, sollicité à tout moment, de jour, de nuit. Aurez-vous, comme on dit, l'esprit à la bagatelle? On vous aura sans doute fait une épisiotomie. Oui, évidemment. Une quoi? Une zotomie? Une épisiotomie. Ah, oui. Ça consiste à couper la vulve pour éviter qu'elle se déchire. Ah, vous m'en direz tant. Ah. Alors, la vulve meurtrie, il faudra bien accepter avec bonne humeur et patience que votre sexualité ne soit pas au beau fixe. Le gentil Narcisse comprendra aisément. Oh, docteur, comme vous expliquez bien, votre femme a bien de la chance. Je suis célibataire, chère madame. Voilà donc un extrait de J'attends un enfant et vous, publié chez Pierre Braga. Et j'ai publié aussi Le dernier voyage, que je n'ai pas pris avec moi parce qu'on n'en dit pas, mais il est là-bas, et qui raconte l'histoire d'une émigration, celle de mon arrière-grand-mère qui est venue d'Irlande. Et le curé Bataille également, là c'était en borin et en français. Alors, on va terminer avec Pierre Braga, auteur, parce que c'est vrai qu'il n'est pas qu'éditeur, et en tant qu'auteur, il a publié beaucoup de choses, et notamment, c'est assez récurrent, les aventures d'Achille T. Oui. D'où vient cette Achille T? Pourquoi? Ben, Achille T, T, ça veut dire tout le monde, donc monsieur tout le monde. Donc, parce que j'apprécie surtout les gens quelconques.
pour le peu que monsieur tout le monde soit quelconque, évidemment. Les gens voilà, qui nous entourent, moi-même, d'autres, voilà. Et je donne un peu comme une caricature de ce personnage qui se veut un anti-héros, mais qui, malgré tout, dans ses péripéties, revêt un peu l'habit du héros quand même, bien malgré lui. Et donc je cible ce Achille T, qui me faisait penser aussi, à mon avis, à Achille Talon. Ah oui. T, bon, voilà. Ben, ça s'arrête là, pas plus, il n'y a pas de comparaison entre les deux personnages. Mais donc, quelquefois, dans l'imaginaire, on a des curiosités. Et donc, ce Achille T essaie de rentrer dans la vie, tout jeune, et il va participer à des enquêtes, entre guillemets, policières, mais sous l'égide d'une compagnie d'assurance qui essaye, évidemment, de toujours gruger l'assuré, pour ne pas lui payer les dommages causés à suite d'un crime, d'un vol, etc. Voilà. Et donc cette histoire-là montre la naïveté, le candide Achille, et j'essaye de montrer que on est tous un petit peu Achille, un petit peu comme ça en soi. Et donc, voilà. Alors, je vous invite à le découvrir. Oui, mais il y a beaucoup de romans d'Achille T. Il y a plusieurs romans. Oui, il y a à peu près 8. Il y en a 8. Et donc le dernier, c'est Thrace. Oui. Thrace, là. Et là, donc, c'est toujours Achille T dans vos romans ou bien il y a d'autres choses? Non, hein, j'ai aussi d'autres livres qui sont plus des romans, mais avec des personnages mais qui ne se répètent pas dans d'autres livres. Voilà, mais souvent, c'est vrai, même peut-être sans trop m'en rendre compte, on l'a précisé, que j'aime bien mettre en scène des personnes qu'on pourrait considérer comme quelconques. Et bon, il leur arrive des aventures qui sont soit banales, mais il y a de l'extraordinaire, évidemment, dans cette vie, comme chez tout le monde, hein, une fois que, si je puis dire, une fois qu'on analyse un petit peu son parcours, il y a des périodes de sa vie où on a rencontré, on a vécu, on a eu des déceptions, des échecs, mais aussi des victoires, et c'est un petit peu ça que j'essaie de montrer dans tous ces livres. Alors dans le dernier, dans Thrace, c'est l'histoire, ça commence avec une histoire de prêtre qui meurt, oui. Hein, on ne sait pas ce qui s'est passé, qui l'a tué, et puis il y a aussi une histoire d'amour ancienne, Achille T. Voilà, suite au décès, en tout cas du curé, qui était évidemment assuré au niveau de la vie chez la compagnie où Achille travaille. Il se rend sur place avec son chef, etc. Et là où il arrive, ça lui rappelle un peu d'amour. Voilà, ça lui rappelle des situations qu'il a préféré cacher et qui essaye de ressortir au fur et à mesure que l'enquête progresse. Et donc on se retrouve avec deux enquêtes, la sienne proprement dite sur son passé, qui est récent, parce qu'il est tout jeune, et sur l'enquête qui se fait sur le décès un peu curieux du curé, proprement dit. Voilà. Mais Joseph, qui a fait une remarquable critique du livre, l'a perçu comme c'est une histoire d'amour, en fait. Oui, parce que même vis-à-vis du curé, c'est aussi une histoire de... On ne parle que d'amour. Voilà. On va écouter un extrait. Pour un peu, il faillit rebrousser chemin. Il se rendait compte qu'il n'avait rien à lui dire. Il n'avait guère préparé de plan d'attaque. Il était venu dans ce village, mais tout lui rappelait son adolescence, poussée dans le dos par un vent de folie, trahi par le voile de l'amour. Le doigt hésitant, il redevenait tout le monde, l'homme tremblant. Il sonna. « Oh, mais c'est notre petit jeune homme de la fois passée. » Il entra, le cœur plus battant que son esprit. Il retrouva la quiétude du foyer, la bonne odeur de soupe, le fauteuil confortable dans lequel il prit place. Qu'allait-il dire qui ne fût banal? En définitive, que faisait-il dans ce salon à jouer une comédie? Une fois encore, Berthe le sauva du naufrage de ses pensées. Un bol de soupe? Il balbutia un oui,
où put se deviner l'envie. Il était midi, et dans sa précipitation incontrôlée, il n'avait pas songé aux provisions. Il reçut la soupe qu'il dévora avec délectation. Même brûlante, elle fut un vrai pipi d'ange. J'y ai mis des poireaux, l'ail, les échalotes. On le sent. Sacré menteur d'Achille qui ne pouvait presque jamais reconnaître le goût de la carotte par rapport à celle du chou-fleur, malgré le déplaisir de la cuisson. Il avait faim, cela suffisait. Les compliments qu'il crut dispenser par la suite sur la qualité de ce mets campagnard n'eurent d'autre objectif que de lui permettre la dégustation d'un autre bol. Rassasié, il n'osa pas susciter l'arrivée d'une troisième tournée pour le simple plaisir du palais. L'estomac rempli le replongeait dans le monde du jeune homme bien élevé qui attend qu'on lui propose ce qu'il espère pour le refuser en termes polis comme l'éducation des parents le lui avait appris. « Reste sur ta chaise et ne bronche pas ». Cette ambiance lui rappela les jours heureux de son enfance, quand il trouvait encore plaisant le contact de la vieillesse du village. Ici, pas de patois flamboyant, de dialecte savoureux, mais le calme, surtout celui des chaumières, où la mort entre à pas de loup. Voilà donc le dernier livre de Pierre Bragard qui s'intitule Traces et qui se trouve ici, si vous voulez l'acquérir, c'est Le Moment. En ce qui concerne les autres, donc les livres qui vont sortir, on va rappeler le livre donc, de Françoise Oudard qui va certainement paraître aux éditions Audace et Roulotte Théâtrale, Échappée cantalienne. Alors là, c'est quoi cette histoire? Enfin, on ne va pas déflorer le sujet de trop, mais... Il n'est pas encore sorti, non. Il est écrit. Voilà. Évidemment. Échappée cantalienne, c'est au singulier. Cantalienne parce que ça se passe dans le Cantal. Et en fait, c'est en deux mots une écrivaine qui cherche à tout prix le calme, la solitude et le silence pour écrire. Et elle se retrouve dans une maison, dans un hameau, au milieu de rien, ou de presque rien, et c'est le presque qui fait la différence, dans une petite chaumière qui est située sur le flanc d'une colline qui coule vers le Lot, qui est en contrebas. Le paysage est merveilleux, elle le voit par la fenêtre de la chambre aussi et de la salle de séjour, et elle n'est jamais tranquille. Elle est toujours dérangée par quelqu'un d'ailleurs qui voit qu'il y a une voiture ou qu'il y a une personne qui est sur le balcon et qui s'amène à tout propos. En plus, les portes ne ferment pas, donc quand c'est pas la voisine du dessus, c'est le voisin, le bellâtre du dessous qui vient un petit peu parader avec sa 4x4, ou le chien de la voisine qui passe par le chai du dessous. Elle n'est jamais tranquille. Et donc voilà, échappée cantalienne, va-t-elle pouvoir s'en échapper? La suite donc dans ce roman. Et je rappelle aussi donc les poèmes de Joseph Baudson qui vont paraître incessamment. D'autres choses, d'autres éditions? Ça va, on ne sait pas encore. Nous, on s'en chantier, mais pas... Oui, voilà. Et donc tous ces livres se trouvent ici. Et puis je rappelle aussi que si vous n'avez pas encore le DVD sur Marcel Moreau, il est également disponible. C'est vraiment à consulter et à regarder si on apprécie Marcel Moreau. Tous les autres livres sont ici à votre disposition. Et on joue lire-lire. On joue lire-lire dimanche, donc le 15 à 16h, et puis le 21 samedi à 20h, et le dimanche 22 à 16h. Et c'est meilleur qu'à Paris. Je vous recommande ce spectacle, il est impressionnant. Lire-lire. Voilà, bien merci. Merci pour l'accueil, et merci à tous ces auteurs, et merci à vous d'être venus. Oui, merci.